Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'acheminement au Hajj des pèlerins nigériens. Ensuite, nous parlerons du forum intercommunautaire d'Agadez sur la thématique paix, sécurité et la cohésion sociale, présidé par le président de la République Bazoum Mohamed le 30 juin et le 1er juillet. L'actualité, c'est également les préparatifs de la fête de Tabaski qui sera célébrée samedi 9 juillet 2022 au Niger. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Al-Haji Mahamadou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Al-Haji Mahamadou Suleiman, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Ousseini Sajibo, bonsoir. Bonsoir. Et Memouna Diado, journaliste indépendante. Memouna Diado, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse de ce vendredi 8 juillet 2022 par les péripéties du Hajj 2022 au Niger. À la date du 7 juillet 2022, 6377 pèlerins nigériens sur les 7194 ont été acheminés en Arabie Saoudite pour le pèlerinage, selon une publication sur Facebook du Haut Commissariat au Hajj et la Oumra Koho. 817 pèlerins attendent encore d'être transportés avant la fermeture de l'espace aérien de Jeddah prévu ce jeudi 7 juillet. Al-Haji Mohamed Suleiman, que peut-on retenir au sujet de l'organisation du Hajj 2022 au Niger? Ce qu'il faut retenir, Mokhtar, c'est que le transport a été défaillant. C'est seulement au niveau du transport. Au moment où nous sommes en train d'échanger, ce jeudi, tu parles de 817. Effectivement, l'Arabie Saoudite a programmé de fermer à partir de minuit du Royaume. Mais en ce moment, on est en train de se battre pour le transport. Il y a eu une dérogation de quelques heures. Justement. Il y a je crois, une heure de temps, j'avais appelé au niveau du COFO pour me renseigner. On m'a dit qu'on attend les avions. Quoi qu'il en soit, ils disent que tout le monde va être acheminé, mais ce n'est pas évident. Et imaginez le stress. Oui, tout le monde va être acheminé. Comment justement, ils ont dit qu'en fait, ce qui s'est passé, les avions, parce que vous avez au niveau de la primature, il y avait une cellule de crise qui a travaillé. Ils ont fait appel à d'autres compagnies parce que la compagnie Max Air s'est avérée être vraiment défaillante. Donc, n'ont pas la capacité, parce que selon nos informations, ils ont des engagements un peu partout. Donc, ils essaient de transporter, de faire, vous voyez quoi, mais ils n'ont pas la capacité de transporter les pèlerins en temps réel. Parce qu'ils ont quand même le gros marché au Nigeria, c'est du business. Donc, on a fait appel en dernier ressort, à la dernière minute, en tout cas, à d'autres compagnies. Malheureusement. Mais comment ce choix a été opéré, le choix de Max Air? C'est cela justement le problème, parce que d'aucuns disent que c'est comme une sorte de monopole toutes ces années, c'est Max Air. L'argument au niveau du COHO, c'est de dire que, quoi qu'on dise, c'est la meilleure offre dans le transport de pèlerins. Mais la vraie question, est-ce qu'on a fait un appel d'offres pour que toutes les compagnies puissent... Pourquoi en fait aussi, quand on sait qu'il est avéré depuis 11 ans, il est défaillant, pourquoi ne pas diviser la porte peut-être en deux, lui donner la moitié des pèlerins qu'il peut transporter et donner la moitié à une autre compagnie? C'est une autre possibilité. Mais le COHO avait programmé le départ le 23 juin. Si effectivement il y avait un minimum d'efforts au niveau de la compagnie,
une semaine était suffisante, donc du 23 au 30, au 30 donc, juin, c'était suffisant pour acheminer tout le monde. Parce qu'on n'a que 7194 pèlerins. Donc, la moitié des autres éditions. Moi, le dimanche passé j'étais avec des pèlerins pour le PCR. Mais beaucoup nous ont confié qu'ils ont de mal de cœur, ils ne dorment pas, ils sont stressés. Mais imaginez par exemple, quelqu'un qui va faire le Hajj, il y en a qui sont là-bas depuis 2 semaines. Demain, c'est le Arafat. Autrement dit, à partir de demain, c'est pratiquement la fin du Hajj. Tu es encore à Niamey. Donc, vous voyez, moi je pense qu'il est important de tenir les leçons que franchement, on ne peut pas continuer à gérer le Hajj de cette façon. L'État doit respecter le droit du pèlerin. Parce que moi je pense que c'est avant tout une affaire religieuse, comme l'a dit quelqu'un. Les pèlerins sont des invités de Dieu. Ces gens-là, je suis sûr que chercher à leur faire du tort, c'est faire du tort au pays. Quand je pense que c'est une question de souveraineté, le transport de pèlerins, certes, il est dit qu'aucune compagnie ne peut transporter le pèlerin nigérien sans être désigné donc, par l'État. Il appartient justement à l'État de vraiment considérer donc, la défaillance se situe au niveau de l'État. Mais justement, autrement dit, parce que tout simplement, c'est l'État qui désigne le transporteur. Donc, pourquoi, en fait, le Max Air s'avère être chaque année la compagnie qui est désignée pour les Nigériens. Donc, je pense que véritablement, on ne peut pas faire la même chose tout le temps. Hussein Issa, dans un point de presse animé par le ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement, le 29 juin passé, au sujet des inquiétudes suscitées, il a indiqué que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour une réussite totale du Hajj 2022. Comment expliquer une telle situation? Là, Suleiman vient de dire qu'il y a encore 800 pèlerins, environ 817 pèlerins qui sont là. C'est demain Arafat, n'est-ce pas? Oui, mais comment expliquer une telle situation? C'est des mensonges. Non. Quelle situation? Il a tout expliqué à la Suleiman. Pourquoi privilégier une compagnie? Chaque année, d'une année à l'autre, on voit ce qui se passe. Le Hajj, on doit être sur place avant même que les rites ne commencent. Mais on va attendre. Après, on essaie de venir expliquer aux citoyens, ah voilà ce qui s'est passé, nous allons. Il y a beaucoup de compagnies, il y a des grandes compagnies qui sont capables d'acheminer nos pèlerins. En temps réel. En temps réel, Ethiopian Airlines, il y a plein de compagnies qui sont capables, avec des gros porteurs, qui peuvent amener nos pèlerins. Mais maintenant, comme on en a fait une affaire où des gens trouvent leur compte et on a politisé ça, voilà la situation. C'est ça qui est. Donc cette situation, la situation du Hajj, selon vous, a été politisée. Mais c'est politisé. Mais alors, on doit faire un appel à candidature au niveau des compagnies. C'est quand même une affaire religieuse. Non, mais c'est une affaire religieuse, mais on met la politique parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent dedans. N'est-ce pas? Maxag n'a pas de représentant ici localement. Alors, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand on sait, ces pèlerins-là, ça fait 2 ans. Il n'y a pas eu de Hajj, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont payé, mais qui sont attendus. Peut-être parmi ces gens qui n'ont pas pu faire le déplacement qui sont actuellement, parmi ces gens, certainement, il y en a qui ont peut-être depuis 2 ans. Ils attendaient quand même. Oui. Mais on se retrouve dans une situation et quelqu'un va venir sortir pour dire non, voilà, on va trouver une solution. Mais non, on cherche les choses parce qu'on sait que c'est dans un délai limité. Les rites, tout ce qui doit se faire là-bas, il y a un temps limité. Ce n'est pas extensible, n'est-ce pas? Mais c'est quand il a expliqué. Il a dit que les conditions, toutes les dispositions. Mais attends, mais alors, les dispositions sont prises. Pour que tout se déroule, ce qui s'est passé, ça fait combien d'années que ça dure? À l'époque, quand c'était une affaire étatique, où c'était l'ANPO, nos pèlerins allaient tranquillement. Ça ne faisait même pas objet de débat, cette histoire-là. Quand vous payez, le délai, on dit, les premiers vols commencent, tout le monde va aller. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on programme le vol aujourd'hui, demain, et le ministre il va sortir pour raconter. Il a raconté sa vie. Alors, la preuve est là. Ça a changé quoi?
Dis-moi, ça a changé quoi? Comment? Imaginez, Alain Souleymane vient de dire le stress. Quelqu'un qui a quitté, par exemple, son village, il vient et qu'on lui dise jusqu'à la veille, c'est-à-dire la veille où c'est vraiment le grand moment du Hajj, il n'a pas bougé Niamey. Et on lui dit que c'est possible, il va aller. Même la fatigue du voyage, quand bien même c'est un avion, c'est fatigant. Alors, c'est quoi ces mensonges? Memoune Diado, le ministre Abdelkader Tidjani a relevé que l'inquiétude essentielle est relative au transport. Le COHO avait fait un premier planning qui malheureusement a accusé un retard parce que le premier vol a été organisé le 24 juin et les autres vols ont suivi. Comment éviter des tels désagréments à l'avenir? Comment éviter de tels désagréments? D'abord, il faut reconnaître que le ministre porte-parole du gouvernement a fait un discours politique. Selon vous? Selon moi, c'est un discours politique. Parce qu'il dit que, quoi qu'il en soit, tous les pèlerins seront acheminés avant la date du 3. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 7. Le 7. Et il y a 817 pèlerins qui attendent toujours. Donc, vraiment, véritablement, nous sommes arrivés à là. C'est parce que chaque année, on ne fait qu'attirer l'attention de l'État dans l'organisation du Hajj. Et les mêmes erreurs. Chaque année, les mêmes erreurs se répètent. Les mêmes erreurs. Pourquoi? Au lieu de prendre. Non, c'est parce que tout simplement, on ne prend pas en compte les erreurs qui ont été signalées pour pouvoir les corriger pour que demain, nous ne puissions pas être là. Chaque année, c'est le même problème, le transport des pèlerins. Mais comment faire pour que ça change? Mais comment faire pour que ça change? Il faut d'abord qu'ils prennent, les avis des uns et des autres par rapport à ça. Et ensuite, par rapport aux désagréments, aux problèmes. Parce que je suis sûr que cette année, on a eu des problèmes. L'année prochaine, ils vont encore revenir sur les mêmes problèmes. Mais maintenant, bon Dieu, nous sommes au Niger. Dans ce cas de figure, que faire? J'arrive. Nous sommes au Niger. Oui, si c'est le transport qui pose problème, mais est-ce que le Niger aujourd'hui ne peut pas avoir les moyens d'avoir son propre avion? C'est une question qu'on se pose aussi. On peut s'inscrire dans d'autres pays, tels que le Nigeria, au Mali, qui peuvent. Au Bénin. Là, on sait que l'année prochaine, on a déjà l'avion qui est là. Ça, c'est vraiment pour transporter les Nigériens. Mais est-ce que le Niger a les moyens de souffrir? Nous avons combien d'agences aussi? Mais c'est ça aussi. Parce que le problème, tout se situe au niveau du commerce. C'est parce que tout simplement, le Hajj est devenu un fonds de commerce pour d'autres personnes. Et moi, j'ai pitié quand d'autres personnes soutirent de l'argent avec ces gens, ces pèlerins-là qui doivent aller, qui ont cotisé pendant combien d'années? D'autres ont cotisé 5 ans pour avoir les 3 millions là pour aller. Et quand tu verses les 2 ans là où ils n'ont pas pu aller, il y a encore un montant qui s'est ajouté. Personne ne sait comment ils ont fait pour avoir le montant là, pour pouvoir aller à la Mecque. Mais aujourd'hui qu'on dise qu'il y a un problème de transport, chaque fois c'est un problème de transport et qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Ceux qui sont aujourd'hui à l'aéroport, qui est parti se présenter à eux pour leur expliquer la situation? Il n'y en a pas. Aladji Mamadou Souleymane, selon toujours le porte-parole du gouvernement, les rotations pour l'acheminement des futurs pèlerins sur les lieux saints se poursuivront avant la fermeture de l'espace aérien de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché? Franchement, du point de vue organisationnel, cette année, cette année seulement? Non, je veux dire, en fait, c'est la suite. Mais il est évident que c'est le transport qui a tout gâché. Ou du moins, jusqu'à présent, il y a des gens qui ne sont pas partis. Donc, il faut tirer les leçons. Puisqu'on voudrait faire une gouvernance vertueuse, donc au niveau du Hajj, le président de la République doit rigoureusement, franchement, faire une inspection, vraiment avoir la vérité. Même si ailleurs, a priori, nous avons identifié le problème. Donc, la solution, c'est de cesser d'être complaisant parce que la souveraineté d'un pays, elle ne se négocie pas. Oui, mais est-ce que l'État ne peut pas subventionner, par exemple, le Hajj?
Non, écoute, le Hajj n'a pas besoin. Il y a suffisamment d'argent. Le pèlerin paye son argent. Donc, il faut qu'on lui offre un service pour son argent. C'est une seule activité, la seule activité où il y a de l'argent disponible. Donc, le pèlerin qui a payé ces 3 millions, il paye cash à l'agence. C'est 3 280 000. Il paye cash. Maintenant, tout ce qu'il veut, le billet d'avion, il a payé, les services, les choses saoudiennes, il a tout payé, sur toute la ligne. Donc, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le mette dans les conditions de faire son acte d'adoration. Et c'est ça justement la défaillance. Donc, autrement dit, c'est quand même l'État qui a failli. En fait, nous l'avons dit, il y a des compagnies comme tu dis, Airlines, qui sont vraiment sérieuses. Ils ne peuvent pas venir pour justement 800 ou 1000 pèlerins, mais si on leur donne effectivement une marge où il y a un bénéfice qu'ils vont faire, c'est sûr, une compagnie comme Ethiopienne, en 24 heures ou tout au moins en 2 jours, ils vont tout prendre. Parce qu'ils ont des gros porteurs et c'est des personnels de transport. Donc, on le sait très bien. En fait, Max Air, on connaît son mode opératoire. Il y a un grand marché au Nigeria. Il fait en même temps, il fait semblant de venir prendre quelques pèlerins, mais il travaille entre-temps, même là-bas au Nigeria, ils ont fait appel à d'autres compagnies. Donc, par conséquent, on doit tout simplement tirer les leçons, vraiment, que les transports de pèlerins, on ne peut pas traîner les gens. Merci Alhaji, on observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Banditisme armé, trafic d'armes et de drogue, orpaillage sont entre autres les thématiques abordées lors du forum intercommunautaire sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale organisé du 30 juin au 1er juillet à Agadez. Suivons la synthèse avec le président de la République, Bazoum Mohamed. L'un des thèmes, c'est celui du trafic des armes. C'est sûr que ce n'est pas une question qui va se régler du jour au lendemain, mais nous allons assurément améliorer nos capacités de renseignement. Nous avons aussi discuté du trafic de drogue transsaharien. Je voudrais vraiment insister sur le fait que nous compterons sur vous pour que les jeunes qui se sont connectés autour du phénomène puissent être démobilisés. Nous avons parlé de leur paillage. Et à cette occasion, nous avons surtout mis l'accent sur les défaillances qui sont propres à l'État du fait de ses faibles capacités de lutter contre le fait que cette activité soit surtout envahie par des étrangers qui prennent de la force, qui privent le Niger des ressources auxquelles l'État et les citoyens sont en droit de s'attendre de cette activité. Nous avons enfin largement discuté du banditisme sur les routes. Nous donnerons des instructions très précises pour que ce phénomène se réduise, mais tout cela ne peut se réaliser que dans un contexte de bonne gouvernance. Hussein Issa Djibo, à l'issue de ce forum, le chef de l'État a vanté la stabilité qui caractérise cette région à risque et a annoncé que l'État compte prendre toutes les dispositions pour prévenir toutes les menaces afin de tirer pleinement profit des opportunités de richesse dont regorge la région d'Agadez. A-t-on besoin d'un tel forum pour promouvoir la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans la région d'Agadez? Bon, il faut d'abord commencer par dire que cette région a connu des rébellions, disons jusqu'à peut-être une tentative, une troisième tentative, n'est-ce pas? C'était des rébellions, on sait c'est qui sont derrière ces rébellions-là, n'est-ce pas? Il y avait eu du banditisme résiduel. Oui, mais après la rébellion, bien évidemment, quand les gens ont des armes, ils peuvent aller menacer, prendre. Le résiduel, là, banditisme, là. Mais ça s'est généralisé, c'est tout le pays aujourd'hui. Il n'y a pas une seule région qui n'est pas affectée par... À Niamey, même on attaque en plein jour les gens viennent, ils braquent, ils prennent, ils tirent sur des gens en plein jour. C'est des choses qu'on ne connaissait pas. Et qu'est-ce qui a amené tout ça? Parce que pour moi, je me suis dit quelque part, bon, ça n'a aucun sens d'aller organiser un forum. On en a organisé à Tillabéri dans l'espoir que la paix va revenir. Moi, j'ai dit, donnons-nous les moyens. Donnons-nous les moyens et créons les conditions. Lui-même, il l'a dit, de la bonne gouvernance. C'est ça la clé. C'est pas autre chose. Réunir les acteurs pour dire, bon, il faut qu'on trouve une solution à ceci, cela. Quand il y a la bonne gouvernance, c'est que les citoyens eux-mêmes, quand tu vois quelqu'un en train de dévier, c'est eux qui vont le prendre.
Ils n'ont pas besoin que l'État intervienne, c'est même les citoyens qui vont dénoncer. Mais tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, quand les gens se disent, bon, quand je prends des armes pour aller me battre, ou pour aller braquer, je peux trouver facilement. C'est ça la difficulté. Quand les gens prennent goût à ça, ou ils savent qu'avec les armes, ils peuvent aller prendre les animaux des gens, ils peuvent aller rançonner les populations. Mais du jour au lendemain, ils ne vont pas abandonner. Ils ne vont pas abandonner ces histoires de trafic, de drogue et tout et tout. Donc, ça veut dire que c'est parce que l'État est défaillant que... Oui, mais bien sûr, parce que l'État est défaillant, on est tout le temps en train de réfléchir. On a réfléchi à tout dans ce pays-là. Tout. Tout. Il y a eu des forums, il y a eu ceci, il y a eu cela, ateliers, séminaires, tout ça. Ça ne suffit pas. Il faut mettre en application les mesures, les recommandations et autres. Le problème de ce pays, c'est ça. On fait des choses, on fait des bonnes choses, mais on ne les applique pas. On prend des bonnes recommandations, mais on ne les applique pas. Mais alors, ça fait que, bon, des gens se disent, bon, je me retrouve dedans. Et il faut craindre pour ce pays. Moi, j'ai dit quelque part, il faut craindre pour ce pays. Parce que, à l'allure où vont les choses, avec le taux de chômage et tout, de plus en plus de jeunes vont vouloir se lancer dans ces activités-là pour s'enrichir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Où on crée les conditions de bonne gouvernance, où chacun peut trouver son compte, chacun peut trouver un travail pour trouver dignement son Mais est-ce pain. que c'est dû au fait du manque de travail? Alors, c'est quoi qui pousse les gens dans ce genre de choses? La campagne agricole, c'est pas bon. Les gens, ils voient un peu ce qui se passe. Ailleurs, quand on voit des militaires qui prennent des armes pour aller couper des routes. Mais c'est des cas isolés. Moi, quand je parle c'est des cas isolés. Pour moi, ceux qui font ça, d'abord, même le mode de recrutement des militaires, ça, c'est des brigands qu'on recrute dans l'armée, dans la police et tout, souvent. Tout le monde le sait. Parce qu'à l'époque, c'était rigoureux. Mais aujourd'hui, ils rentrent et puis même la qualité de la formation laisse à désirer souvent de ces gens-là. Memouna Diado, à l'ouverture des travaux, le président Bazoum Mohamed déclare, je cite, « Si le Niger a tenu bon, c'est parce que vous, ici à Agadez, vous avez tenu bon et l'onde de choc a été amortie par votre volonté, votre engagement de faire en sorte que notre pays ne cède pas et c'est ainsi que notre pays n'a pas cédé. » C'est le pouvoir de Dieu seulement qui peut expliquer cela. Mais derrière cela, il y a une volonté, il y a un comportement, il y a même une morale et une éthique. Je voudrais par conséquent rendre hommage aux populations d'Agadez. Qu'est-ce qu'on peut retenir au sujet de cette déclaration du chef de l'État? Ce que j'ai compris par rapport à la déclaration du chef de l'État, c'est que le chef de l'État voulait tout simplement remercier, féliciter cette population, encourager à aller de l'avant, à aller vers la réconciliation, parce que en fait, quand on regarde les différentes régions, il y a une stabilité au niveau donc, de la région d'Agadez. Donc c'est juste pour dire que la manière où vous êtes en train de marcher pour ramener cette stabilité au niveau de la région d'Agadez, faites en sorte que cette stabilité règne. Et faites en sorte que Agadez soit un exemple également pour les autres régions. Voilà en fait ce que j'ai compris du message du président de la République. Et si aujourd'hui Agadez en est arrivé à là, c'est parce que tout simplement, je me dis, les différents démembrements de l'État sont en train de travailler. Là-bas. C'est ce que moi je vois. Parce que c'est une chaîne qui est là. L'État, c'est bien sûr, c'est l'État. Et l'État est présent partout. Mais quand ceux qui représentent l'État ne font pas leur travail, ça veut dire qu'il y aura toujours des défaillances. On n'arrive pas à circonscrire certaines ces menaces d'insécurité parce qu'au fond, il y a d'autres qui ne travaillent pas au moment voulu et en temps réel. Le président de la République, il est le président, il est le garant de toute la nation. De la stabilité, de la paix, maintenant, de la cohésion sociale. Lui, il est là. Il attend à ce qu'on lui rapporte ce qui se passe. Mais quand, dans une région, un maire ou un chef traditionnel ou un gouverneur n'arrive pas à faire le travail que lui devrait faire,
Donc c'est ça un danger, c'est un autre problème. Et aujourd'hui, il s'est transporté. Nous avons vu, il y a eu des forums. Il y a eu des forums, mais cette fois-ci, le forum, c'est en présence du président de la République. Donc, c'était juste pour aller encourager et que cette région serve d'exemple aux autres régions. Il en a parlé de leur paillage au niveau d'Agadez. C'est vrai, les sites là. Il dit qu'au détriment des Nigériens, c'est d'autres étrangers qui en profitent. Donc, il a beau dire, c'est sûr qu'il y aura des mesures qui seront prises par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut aller vers l'employabilité de ces jeunes-là. Certainement, c'est un message aussi qu'il a fait passer à l'endroit donc de cette jeunesse. Et là, je me dis que si aujourd'hui il a tenu à aller, c'est en marge donc de la cure salée. Et nous savons déjà à Agadez que la cure salée, c'est vraiment un festival qui réunit tout ce beau monde, où tout le monde a envie d'aller voir aujourd'hui ce qui se passe au niveau d'Agadez. Mais voilà que aujourd'hui l'éleveur et l'agriculteur et de l'autre côté les citoyens arrivent à rester ensemble en symbiose. Quoi qu'il arrive, on ne dit pas qu'il n'y a pas de banditisme résiduel ou quelque chose, mais quand même cette région a résisté. Je pense que cette région va continuer à résister avec la volonté de toutes ces populations. Mais comment faire pour promouvoir, pour aller de l'avant? Mais pour promouvoir, pour aller de l'avant, c'est ça qu'il a dit, il faut continuer à travailler main dans la main. Il faut associer cette population. Il faut que les forces de défense et de sécurité et cette population aient une complicité entre eux. Il faut également, comme je l'ai dit, que c'est une chaîne là-bas. Il faut que tout le monde se mette à travailler, que les gens sachent, doivent savoir pourquoi ils sont là-bas. Ils sont là-bas, c'est pour travailler. Donc, c'est le mérite aujourd'hui. Et quand il y a le mérite, ce n'est pas une seule personne, c'est toute la population. Elhadji Mahamadou Souleymane, quelle est votre opinion au sujet de ce forum d'Agadez-là? Je pense que c'est une très bonne chose. Ça, c'est vraiment le style du président Bazoum. On se souvient à la Cure Salée, donc l'édition passée, toujours dans la région d'Agadez. Absolument, il a fait donc la même réunion avec les communautés. Justement, je pense que son souci majeur, c'est qu'il faudrait consolider la paix à Agadez, parce que imaginez ce que la situation aujourd'hui de Nord Tawa, vers Tilia, Tilaberi et Difa, si Agadez, effectivement, le foyer d'Agadez était vraiment en feu, imaginez ce que ça allait. Donc il faut consolider. Ils ont quand même aussi, au-delà de cette question de sécurité, parlé d'autres problèmes en tout cas, sociaux, par exemple la délinquance juvénile, où vraiment ils ont dénoncé un certain nombre de phénomènes parce qu'à Agadez, semble-t-il, les jeunes filles aujourd'hui dans les mauvaises pratiques en tout cas de la chicha, donc on pense que c'est mal vu lorsque, en tout cas, le niveau de dégradation de la situation au niveau de la jeunesse à Agadez a atteint un point où il faut faire attention. Oui, mais Elhadji Mahamadou, est-ce que c'est aux populations de s'impliquer pleinement pour promouvoir la paix? Mais les communautés, c'est d'abord les leaders. C'est l'État qui doit s'investir. Mais absolument. L'État utilise des bras armés, notamment les autorités administratives donc, qui sont là-bas. Les leaders d'opinion. Absolument, les marabouts, les religieux, mais tout le monde, les communautés, en tout cas, c'est une façon, en tout cas, de créer les conditions. Et il dit, tu vois, après la réflexion, quand il fait la synthèse, il dit on va donner des instructions encore. Donc là, où par exemple, la question de leur paillage aussi, vous avez vu ce qui s'est passé, le scandale qui s'était passé à Agadez, où l'or des gens qui a disparu dans ce pays. Moi, je pense que franchement parlant, c'est inacceptable. C'est la les gens l'ont détourné, quoi. Donc, vous voyez, c'est aussi, d'aucuns disent aussi, il y a aussi l'espoir avec un nouveau repreneur donc, de la question des mines. Mine d'or. Avec maintenant le départ d'Arriva, donc on a absolument. Bref, même l'uranium en tant que tel, parce que aussi on dit que sur le marché c'est un peu revalorisé, donc le prix bref, je pense que c'est, moi de mon point de vue, la proximité avec les populations,
ça permet toujours en tout cas au chef d'entendre souvent des choses qui peuvent lui permettre donc de se corriger. Lorsqu'effectivement le travail est fait, quand il vient avec toute une équipe, les renseignements vont encore profiter pour avoir beaucoup de... Moi je pense que c'est ça vraiment l'enjeu. Il faut qu'Agadez en tout cas, parce que quand même, moi je pense que c'est quand même... C'est une fierté Agadez. On a cru que franchement quand on regarde géographiquement en tout cas avec la Libye, on a pensé que c'est Agadez qui allait être... qui allait s'embraser. On a pensé que véritablement aussi les jeunes démobilisés qui ont des armes, moi je me souviens, j'avais fait un reportage sur le phénomène de migration, les anciens convoyeurs donc des migrants, avec le projet de l'Union européenne, on leur a promis en tout cas d'être, comment on appelle, démobilisés en fait, en échange de leur activité, avec lesquelles vraiment ils gagnent leur vie. La reconversion. Mais vraiment, l'aide n'a pas suivi. Et quand on se souvient entre ce qui s'est passé entre le Niger et l'Union en tout cas européenne pour vraiment maintenir les Africains ici, franchement c'est scandaleux. Là aussi, je pense que quelque chose n'a pas marché et les gens nous ont donné la forme parce que simplement notre pays a permis aujourd'hui à arrêter. Regardez les conséquences, même ici à Niamey, les jeunes migrants aujourd'hui sont là dans les villes. À Agadez aussi pareil. C'est aussi certaines délinquances qu'on ne connaît pas ici chez nous, c'est les jeunes là qui sont là à côté. Ousseini Sadjibo, vous avez quelque chose à rajouter rapidement, une minute. Mohamed Suleiman, c'est qu'il est en train de dire, il faut regarder dans le mois, c'est qu'on nous déverse comme migrants, nationalité étrangère. Quand ils prennent en Algérie, Érythréens, Somaliens, on les déverse, on ne cherche pas à savoir. Ça crée une situation qui est là. Parce que souvent, c'est carrément même des anciens milices ou des miliciens et autres qu'on nous déverse dans notre pays. Il faut créer une situation où dire non, il faut faire la part de choses. Les Nigériens qui vont là-bas, ce n'est pas des gangsters, c'est pas... On ne peut pas nous les déverser ici, parce que regardez, aujourd'hui, c'est cet aspect de la chose aussi. Quand on parle de l'orpaillage, mais c'est des gens qui viennent. Comment on peut laisser des étrangers venir chercher l'or chez nous, comme ça, et retourner chez eux? Il n'y a pas un pays au monde qui peut accepter ça. Et moi, j'ai dit, c'est sur des questions comme ça qu'il faut mettre l'accent. D'abord avec le voisin. Cessez de nous déverser tout ce que vous prenez chez vous. Nous avons aussi, c'est des Nigériens, rapatrier les Nigériens. Mais pour ce qui est des autres nationalités, vraiment, on n'en veut pas, parce que ce n'est pas ici qu'ils vont être gérés. Une année, ils ont même brûlé les trucs de Agadez, ils ont même brûlé. Alors, ça crée une situation qui est là. Ça veut dire qu'il n'est pas parler, discuter simplement pour dire, voilà, il faut créer les conditions pour que ça cesse. Merci Ousseini Issa, on observe une courte pause. Au Niger, la fête de Tabaski ou fête de l'Aïd el-Adha sera célébrée finalement le samedi 9 juillet au lieu de dimanche 10 juillet, comme annoncé précédemment par le Conseil islamique le mercredi 29 juin dernier. Le Niger, à l'instar de beaucoup d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, le Burkina voisin, va célébrer la fête du sacrifice ou Aïd el-Adha le samedi 9 juillet 2022, soit le lendemain de la station Ad Arafat, conformément à la tradition et aux préceptes islamiques. Maïmouna Diado, suite à la polémique qui a suivi l'annonce par le Conseil islamique du Niger de célébrer l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski le dimanche 10 juillet, alors que la station d'Arafat a été fixée au vendredi 8 juillet par les autorités saoudiennes, le Conseil était obligé de reconsidérer sa décision. Comment l'expliquer? Est-ce qu'il a expliqué? Ah oui, si. Est-ce qu'il a expliqué? Parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. Oui, ce n'est pas la première fois. Il y a eu une année où c'était la même chose. Au lieu de faire la fête de Tabaski le lendemain du mois d'Arafat, c'était le surlendemain que nous avons célébré la fête de Tabaski. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce qui est sûr, si le Conseil islamique est revenu sur sa décision,
C'est parce que peut-être qu'il y a eu une petite erreur entre la Lune, l'observation de la Lune, et l'observation de la Lune au niveau donc de l'Arabie Saoudite et ici au Niger. Bon, moi je me dis qu'ils se sont excusés en venant pour tout simplement dire que la fête aura lieu bel et bien le samedi, comme l'Arabie Saoudite, le Burkina Faso venait de le dire. Mais d'autres pays, c'est quand même le dimanche qui vont célébrer la fête de Tabaski. La première annonce a quand même suscité des vives interprétations, des commentaires sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, c'est parce que de tout le temps, nous, étant jeunes même, nous savons que quand il y a le mont Arafat, le lendemain, c'est la fête de Tabaski. Ça, c'est comme ça que nous avons grandi avec. Mais maintenant, peut-être qu'il y a une autre interprétation où chaque pays, je ne sais pas comment est-ce que la Lune, parce que des fois tu peux voir la Lune de l'autre côté, mais dans ton pays, ça ne peut pas être la même chose qu'en Arabie Saoudite. Mais là, c'est le Conseil islamique, et comme le Conseil islamique est la voie autorisée, en tout cas, nous ne pouvons que suivre la voie autorisée qui est le Conseil islamique. Moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à ça. Hussein Issa, le sacrifice de l'animal pour la fête de Tabaski est une obligation pour tout musulman qui a les moyens de se l'offrir. Que peut-on savoir au sujet du prix du mouton cette année? Vous avez été au marché? Non, il faut aller dans les marchés pour tâter les prix. Moi, c'est tout. Mais attends, est-ce que vous avez acheté votre animal? Pour l'instant, c'est pas ça importe pour les auditeurs. Mais je vais dire, on sait comment les choses fonctionnent. Aujourd'hui, cette année, la particularité, c'est qu'il y a des régions où les moutons ne rentrent pas. Quand tu prends la région de Tillabéri, où on sait d'habitude, c'est une région qui pourvoit Niamey en quantité. Mais avec l'insécurité, c'est un peu difficile. Moi, je connais des gros vendeurs de moutons qui me disent qu'il n'y en a plus. Et ils n'ont même pas, parce que c'est un risque. Selon vous, pourquoi? Mais à cause de l'insécurité, la crise sécuritaire. Aujourd'hui, prenez un véhicule pour aller dans ces zones-là. Vous prenez un gros risque parce que ce n'est pas évident que vous puissiez, quand il y avait quand même une relative accalmie, vous pouvez prendre votre véhicule, aller à Bonkoukou, aller, comme avait dit, à Balaya, au-delà de Balaya, Bani Bangou, tout ça, les marchés, les foires. Est-ce que cela ne s'explique pas par le vol de bétail qui sévit dans la région? Mais c'est qui vole le bétail? C'est les mêmes brigands là qu'on appelle djihadistes. Ce n'est pas eux qui viennent. Ils ne volent même pas. Ils prennent. Ce n'est pas qu'ils volent. De force. Et ils prennent. Mais alors, à partir de ce moment, il y a des gens qui ont été ruinés complètement. Il y a des éleveurs et tout et tout. Ils viennent, ils tuent, ils s'en vont avec le bétail. Et ça continue encore. Et ça crée cette situation-là. Donc c'est ce qui explique la cherté du prix du mouton. Non, ça n'a rien à voir. La cherté là, vous savez. C'est comme quand il s'agit de la fête de Ramadan, où on dit la pintade, ceci, le poulet, ceci. Les gens, c'est toujours, quand une fête est là, il y a toujours la spéculation. Les gens, ils achètent. Il y en a qui sont entrés dans ce marché-là, dans cette activité-là. Ce n'est pas des éleveurs, ce n'est pas des vendeurs de moutons, mais ils font ça parce qu'ils se disent que c'est le moment propice où ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens à Niamey, quand ça approche, ils achètent des moutons et ils font la spéculation. Et c'est ça qui explique cette situation de cherté. Et ça coûte cher, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, un mouton, vous demandez le moins petit bélier que vous demandez, on va vous dire au moins 100 000 francs. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut disposer de 100 000. Mais les gens, quand on voit, contrairement aux autres années, cette année, on n'a pas l'impression que les gens sont dans la tendance de vouloir faire l'ostentatoire. Là. Il y en a qui ont les moyens, ils peuvent faire ça. Mais il y a beaucoup de gens, ils se posent la question, mais pourquoi? Quand tu fais les rapports, je dois payer l'eau, je dois payer l'électricité, je dois payer le loyer. Mais je veux me passer d'un bélier pour juste une affaire de 24 heures ou 72 heures. C'est un peu ça la difficulté. C'est ça qui fait la cherté. Maintenant, on ne sait pas. Jusqu'ici, ça coûte cher, mais peut-être que le jour ou demain, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont se raviser. Aladji Mohamedou Souleymane, pour réduire la consommation du bois
pour la grillade de la viande pendant la fête de Tabaski. Les jeunes défenseurs de l'environnement encouragent le concept de Tabaski écolo depuis 5 ans. Selon Sani Ayouba, un des activistes, un des initiateurs de cette initiative, à Niamey, 50 000 tonnes de bois, soit l'équivalent de 2 mois de consommation, est utilisé en une seule journée. Comment amener les Nigériens à adopter un changement de comportement envers l'environnement? En tout cas, je pense que l'expérience de la chef avec du charbon, la nouvelle méthode, en tout cas, je constate ça a un effet. Les gens Lequel de charbon? Le charbon de bois ou bien le charbon minéral? Le charbon minéral. Pour le moment, en majorité de bois. Effectivement, là, on n'est pas sorti de l'auberge parce que ça contribue à ça. Mais en fait, aussi, ils disent, en faisant du charbon, il faut planter aussi des arbres pour compenser. Mais je pense qu'il y a donc des réflexes. En tout cas, il faut faire attention parce qu'on va couper 25 000 arbres pour un besoin de la cuisson. Ouais, par exemple, dans la région des Andes, par exemple, là-bas, il n'y a pas de grillade. Souvent, les gens, effectivement, j'ai vu même Aïcha Maki en faisant, effectivement, je sais si ça, c'est là-bas chez elle, elle dit qu'elle fera zéro grillade. Mais si les gens de comportement, et si les comportements d'ici se transportent à Agadez, ça allait être moins vite. Oui, c'est vrai. Je pense que moi, personnellement, une fois, je l'ai expérimenté où on n'a pas grillé. Donc, mais ça revient à la même chose parce que tout simplement, on va griller ça autrement. Donc, bref, bon, vous savez, en réalité aussi, ça donne à la fête un esprit de pique-nique où tout le monde va se retrouver, les enfants, on va s'amuser. Franchement, c'est un peu ça la culture, quoi, autour de ça. Oui, mais donc la fête aussi, c'est un moment de réjouissance. Aussi ça aussi, on n'a que 2 fêtes musulmanes, donc par conséquent, moi je suis d'accord, effectivement, trouvons des solutions, surtout effectivement, lorsqu'on peut pour amener suffisamment de charbon minéral. Mais ce que je vois, en majorité, c'est du charbon de bois. Oui, exactement. Aladji Mamadou Suleiman, comment amener les Nigériens à utiliser ce charbon minéral, puisqu'il existe beaucoup de quantités? Et c'est cher certainement. Comment, en fait, c'est comme vous direz l'autre. Est-ce que c'est lié à la cherté ou bien aux habitudes? Les habitudes. Mais ce que j'ai dit aussi, en utilisant la méthode que j'ai vue là avec ce qu'ils ont fait là, méthode de charbon, c'est plus économique. On consomme moins de bois que quand on met seulement naturellement du bois, quoi. Donc bref, moi je pense que c'est les jeunes qui, en tout cas, qui font ce travail-là, doivent être accompagnés par l'État, les services de l'environnement, pour effectivement faire un truc de sensibilisation. On ne peut que sensibiliser parce que les nouvelles habitudes là, c'est toujours dans n'importe quel domaine, c'est pas évident. Donc il faut un travail de fond, il faut qu'on voit les gens, peut-être quand je dis qu'il faut être accompagné, il faut aussi qu'on convainque les gens peut-être comment faciliter les gens, s'il faut planter des arbres, tout cela. Moi c'est un peu cela. Donc je pense que la fête c'est devenir une habitude pour les gens. Et ces habitudes-là, il n'y a que des actions énergiques de sensibilisation pour convaincre les gens à quelques des méthodes, en tout cas, de cuisson de leur viande. Mamouna Diado, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je parlerai des épices, parce que je suis une femme aussi. Oui. Comment ça? Oui, les épices. Les épices, ça coûte cher aussi? Oui. Évidemment, le piment? Évidemment, le piment coûte cher aujourd'hui. L'huile surtout, qui va servir à la friture aussi, ça coûte cher. Parce que 1 litre d'huile aujourd'hui sur le marché, ça fait 1600, 1700 sur le marché. Mais imagine celui qui part, un boutiquier qui part acheter l'huile à 1600 sur le marché, chez le grossiste à 1500, il va revenir pour vendre ça à 1300 et 1800 ou 1700. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une cherté. La cherté de la vie, la fête de Tabaski a coïncidé avec cette cherté de la vie. Donc, vivement pour que vraiment les vendeurs, comme l'a dit Ousseini, au Niger, même si ça marche, il y aura toujours des gens qui vont spéculer et qui vont augmenter les prix.
laissons ces prix de côté. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment... Mais il faut également permettre... Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de l'utilisation des épices là? Mais on ne peut pas s'en passer, toi aussi. Utilisation des épices, est-ce que tu vas... C'est le détail, d'abord, il faut avoir le mouton. Non, mais le mouton est déjà là. Il faut l'avoir avant le mouton est déjà là. Maintenant, il faut passer aussi à la friture. Mais puisqu'on sera obligé de frire la viande de toutes les manières. Ou bien c'est parce que vous ne voulez pas faire sortir de l'argent de vos poches. Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Alhaji Mohamed Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. À la technique, côté son, Seini Isaka. À la régie vidéo, Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.